Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Glorifions Allah, glorifions Dieu, glorifions Ntizama et célébrons la vie. Beaucoup de nôtres ont quitté ce monde dans les heures qui ont suivi et beaucoup partiront dans les prochaines minutes. Mais vous et moi avons la grâce et la bénédiction de s'échanger, de parler, de communiquer, de rire et de pleurer aussi. Alors pour cela, nous allons ici, en cet instant même, honorer Dieu et célébrer la vie. Pour cela, je lui dirais tout simplement Ntizama Nkomod, le grand architecte de l'univers, toi qui es fait de nous ce que nous sommes, toi qui sais ce que nous avons été et ce que nous serons demain, nous te rendons grâce. Nous te demandons pardon pour nos multiples péchés. Pardonne-nous pour tous les maux que nous avons bien pu causer aux autres. Et pardonne aux autres pour nous avoir fait beaucoup de tort et créé beaucoup de maux. Car tous, comme nous autres, moi en particulier, nous ne savons pas. Mais nous avons pour mission de ne pas répéter les mêmes mots. Parce que ce ne sera plus des péchés en ce moment-là. Donc nous te demandons pardon. Et par ta volonté et ta grâce, nous te demandons aussi de repousser très loin de nous, très très loin, tout esprit mécréant, méchant, malveillant, tentant ainsi de nous dérouter de nos chemins initiaux. Repousse loin de nous tout esprit malveillant, tentant d'investir nos âmes, tentant ainsi de nous éloigner de l'amour que tu exprimes pour nous et que nous avons pour toi le Créateur. Et que ta volonté soit faite en tout lieu et en toutes circonstances, dans les vies de tes créateurs que nous sommes, où que vous soyez, où que nous soyons. Que ta volonté soit faite, j'ai dit. Mes chers compatriotes, mes chers amis, d'ici, de ma fenêtre, je vois le ciel. Il est magnifique. Je vous parle. Je vois là, ce n'est pas la magie, c'est la puissance de la création divine. Et ne serait-ce que ça, je me sens heureux et fier d'être une créature de Dieu, imparfaite, je le suis, mais Dieu ne m'a pas créé imparfait. Dieu m'a donné la possibilité de savoir faire la différence entre le mal et le bien. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs dans ma vie, et je me bats tous les jours pour en faire de moins en moins. C'est pour ça que je me nomme comme éclaireur. Dans la vie d'un homme, il faut avoir des convictions, il faut être constant, il faut être courant, il faut être persévérant. C'est pour cela que je vais partager avec vous certains extraits de vidéos pour voir, vous jeunes, la capacité de l'argent à détourner les valeurs. Pour ceux qui n'avaient Dieu que l'argent, Dieu que, arriver par tous les moyens, arriver à tout prix et pas à n'importe quel prix. Il faut arriver, mais pas à n'importe quel prix. Je voudrais donc ici renouveler par des images ce que j'avais dit à Paul Biya il y a 20 ans. Là, j'étais encore à Paris. Et je l'avais dit en face des personnes qui lui sont proches. Et je repartage donc cette confidence avec vous, qui n'en était pas une, c'était vraiment pas une confidence, mais c'était parce que c'était dans un lieu restreint. On n'avait aucun engagement, à l'exception celui de la bonne moralité des uns et des autres en ce moment-là. Je disais donc au président que les gens que vous avez vous-même choisis là, vous avez créé une petite armée de diablotins, petits diables. Et c'est cette armée-là qui va vous assassiner. Ils vont d'abord commencer par s'opposer entre eux, s'entretuer entre eux, créer le désordre entre eux. C'est à ce moment-là que moi, Patrice Noma, je viendrai intervenir pour mettre de l'ordre avec mes frères et sœurs camerounaises et camerounais. J'avais dit ça. Nous étions à une réunion à l'ambassade du Cameroun
à Paris, au 16e arrondissement, boulevard d'Auteuil, rue d'Auteuil. Et en vous présentant des images que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais là vous démontrer par ces images-là comment l'arrivisme, la volonté d'arriver par tous les moyens à détruire les ambitions de certains de contribuer à l'élaboration, au développement du Cameroun dans la sincérité, dans la science, dans l'honnêteté. Les gens ont décidé de dériver complètement. Ils ont décidé de trahir leurs valeurs. Je vais vous présenter des acteurs qui parleront eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'intervenir pour vous dire telle à telle raison. Je vous parlerai, je vous présente des images pour comprendre d'où je viens. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Quand je me regarde moi-même, je suis fier et de mes parents et de vous, mes parents. Le parent, ce n'est pas lui seulement, ce n'est pas seulement celui-là qui a couché, c'est aussi celui-là qui a éduqué. J'ai pensé à Joël Mbianda, je pense à Nancy Pierre, je pense au père Ngacha, je pense au père de Binili, je pense au père d'Alengon, je pense au père Lekassa, je pense à tous les papas, Paul-Étienne Vendon, je pense à tous ces papas-là qui nous ont encadrés, qui continuent d'ailleurs de nous encadrer. Il y en a beaucoup qui m'appellent. Je continue de bénéficier de leurs conseils. J'ai dit, ils avaient raison d'insister, de nous dresser comme ils l'ont fait quand nous étions plus jeunes. Parce qu'à écouter certains de ceux que vous allez écouter, vous allez comprendre pourquoi certains veulent à tout prix y arriver. Vous avez des militaires. Il y a un militaire parmi, je n'ai même pas envie de... il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Que penses-tu de ce colonel-là? Je lui ai dit en privé, je n'ai rien à penser de ce monsieur. Parce que je pense, pour ceux qui peuvent être utiles au Cameroun demain, et je pense pour ceux qui ont été utiles au Cameroun hier. Je ne pense pas au flip-flap. Je ne pense pas à des gens qui ne représentent rien. Parce que toute personne ayant représenté quelque chose dans cette armée, dans cette société civile, dans l'opposition, on parlera d'elle pour s'en inspirer. Et on parlera aussi d'elle et des autres pour ne pas s'en inspirer en prenant leur existence comme étant une existence négative. Ce n'est pas le plateau télé. Nous connaissons ceux qui passent sur le plateau télé. Nous connaissons que Baïbek, professeur, est un monsieur qui, s'il est dans un cadre normal, avec les moyens qu'il faut, il est capable de faire des miracles. Parce qu'il a ce talent. Et il arrivera que le prochain gouvernement ira chercher Baïbek là où il est. Il ira le chercher pour l'élever. Le prochain gouvernement dira que Messanga Yamdjing, on peut dire tout ce que l'on veut de lui. Il va falloir reconnaître qu'il faut aller chercher ce monsieur-là et permettre à ce monsieur-là de transmettre ce qu'il a encore de valeur, comme valeur aux autres. Mais les autres, bon, vous savez, il y a ex et il y a parex. Je préfère ceux qui veulent ex, tout en laissant des traces. Je déteste ceux qui veulent paraître par n'importe quel moyen, diront tout et n'importe quoi. Donc, je n'ai pas là envie de juger X ou Z. J'ai à apprécier et dire aux enfants, observez vous-même et que chacun d'entre vous définisse où se trouvent les vraies valeurs. Le père Biya a échoué. Parce qu'il a choisi. Parce que certains pensent qu'il fait les choses au hasard. Non. Biyapim Fondo a planifié ce qu'il voulait réellement faire. Il a décidé. Biyapim Fondo a décidé de faire ce qu'il avait envie de faire pour servir son égrégore. Pour servir ses maîtres. Il avait un plan. Il n'a pas fonctionné par hasard. Je vous dis, entre Amadou Ahidjo et Biya, c'est deux mondes diamétralement opposés. Amadou Ahidjo avait un idéal. Il avait des convictions. C'était le Cameroun et les Camerounais. C'était le Cameroun et les Camerounaises. C'était la patrie, c'était la nation. C'était son pays. Tout était pour le Cameroun. Biya n'a pas de plan. Biya ressemble à ce parent-là, que vous avez certainement dans vos familles, un oncle, une tante,
qui regardait l'un de ses frères élever des enfants. Il s'occupait parce qu'il avait un plan. Les enfants, il s'occupait même des enfants de ses frères. Il les envoyait à l'école à gauche. Il dit, voilà toi, voilà ta filière. Toi, tu dois aller de l'autre côté. Toi, tu dois aller de l'autre côté. Je veux que tu deviennes ici. Toi, tu choisiras quand tu arriveras de l'autre côté. Il encadrait tout le monde. Mais il est mort de suite d'un accident. Il n'y a personne d'autre. Et on a décidé de prendre les enfants. On a donné à Biya. On a dit, bon voilà Biya, prends les enfants. Biya qui n'avait aucun plan. C'était un jouisseur de la vie. À l'époque, il aimait trop les femmes blanches. Et les femmes blanches lui étaient données par un autre qu'on appelait Ongba Damas. C'est lui qui était la Biya de Paul Biya. Ongba Damas. C'est lui qui draguait les femmes parce que Biya n'a jamais dragué aucune femme de toute sa vie. Donc, Biya se retrouve donc avec des enfants de son frère qui avait un programme pour ces enfants-là, l'éducation, l'encadrement et tout. Il se retrouve donc avec les enfants. Il ne peut pas parce qu'il n'avait aucun plan. C'est là exactement pareil avec le Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que les Français étaient plus présents au Cameroun à l'époque d'Amadou Ahidjo qu'à l'époque de Biya. Mais Amadou Ahidjo réussissait à dire qu'il nous faut des trains. Amadou Ahidjo disait il nous faut des avions. Il disait il nous faut des sociétés. Biya seul a détruit au moins une centaine de sociétés camerounaises et une centaine de sociétés au Cameroun. Celles connues et celles qui n'étaient pas connues, parce qu'il y a des sociétés officielles et il y avait des sous-traitants de ces sociétés-là. Si on calcule tout ça, ça fait une centaine de sociétés et des milliers et des millions d'emplois qui ont été détruits par M. Biya. Parce qu'il n'avait pas un plan. Le seul plan de M. Biya que vous avez connu, c'était sortir, saluer, rentrer, saluer. Sortir, saluer, rentrer, saluer, sortir, aller au 20 mai, rentrer, saluer, aller dans son bureau, signer des décrets, sortir et partir, saluer. Voilà le programme de Biya toute une vie. Si vous regardez le geste que Biya a le plus commis de toute sa vie, les Camerounaises et les Camerounais ont plus vu Biya dans les aéroports. Aller, aéroport, retour. On a plus vu Biya à l'étranger que dans son propre pays. Les Camerounais ont vu Biya en deux occasions. Le 20 mai, ou alors Biya est de passage dans son pays en train d'aller, et vous regardez la main. Parfois, ça peut être la main d'une marionnette qu'on a mis là pour saluer, mais vous le voyez passer. Et vous avez vu que M. Biya, même pour recevoir ses ministres, je n'ai jamais compris ce concept, où M. Biya passe plus de temps avec ses ministres à l'aéroport quand il sort. Je ne sais pas ce qu'il dit à ces gens-là à la sortie. Il a le bureau pour parler à ses ministres. Il a ses cabinets pour parler aux ministres. Mais Biya reçoit plus les ministres. On l'entend parler avec le premier ministre à l'aéroport. Tu lui dis quoi? Et vous avez constaté quelque chose? Biya passe plus de temps à l'aéroport avec le directeur des cabinets civils avec lequel il va faire le voyage ensemble dans le même avion. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire Biya voyage. Il passe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il ne voit aucun ministre. Ceux qui arrivent là, ils passent le temps à l'aéroport, tenu debout là. Il raconte sa vie. Et on vous dit que Biya reçoit ses propres ministres dans une salle d'attente à l'aéroport. À tour. C'est comme si le voyage, il a été surpris par le voyage. Il est en train de partir. Je ne sais pas. Et au retour, c'est la même chose. Et quand il a fini de vous recevoir là à l'aéroport, c'est fini. Chacun prend sa route, allez chez vous. Les militants et les militantes qui sont là, que vous n'avez pas vu, il vous a salué, il a serré les mains, il a fait son cinéma habituel, il a refait, il est parti. C'est pour encore dans 1 mois, parce qu'il sort tous les mois. Voilà la vie d'un président camerounais. Et ça a duré comme ça 40 ans. Aller en Suisse, revenir de la Suisse, aller aux États-Unis, revenir des États-Unis, aller en France, revenir de la France. Parce que dans les pays voisins, il n'y allait pas. Non. Son ami avait fait une observation. Il s'appelait Omar Bongo. Il dit, je ne peux plus aller chez Biya. Parce que pour rencontrer Biya, il faut aller à l'extérieur chez ses patrons.
Mais ici, à la sous-région, non. S'il envoie un ministre, j'envoie un ministre. S'il envoie un directeur, j'envoie un directeur. Moi, je n'irai plus chez lui. Voilà le comportement de quelqu'un. Donc, il a été un président pendant toute son existence, un président de pacotille, un président inexistant. Les Camerounais ont connu leur président plus à l'étranger, dans les aéroports, que dans leur propre pays. Et vous croyez que, et chaque fois qu'il sort, il sort avec une délégation. Son fils est dans la délégation, sa femme est dans la délégation, les copines de son fils y sont, les copines de ses ministres sont, parfois ils viennent même à l'avance. Elles vont attendre. Pour quel intérêt? Ils nous ont apporté quoi? Rien du tout. Alors le Cameroun est donc à la fin. Bon, je vais le dire autrement. Ce régime est à la fin de sa vie. Donc vous voyez donc, chacun maintenant sort les griffes, chacun raconte sa vie, ça tire à balles réelles, ils veulent se déstabiliser, ils veulent le pouvoir. Non, ce n'est pas franc, non, c'est tel. Tout le monde est dauphin, y compris ceux qui sont encore en prison. J'ai donc voulu prendre quelques extraits pour partager avec vous, pour comprendre comment l'être humain qui veut absolument arriver se comporte. Des docteurs, des professeurs, des militants du RDPC, ceux qui veulent y arriver. Vous avez le choix, vous-même, de définir ce que vous avez, vous allez voir là. Chacun d'entre vous va apprécier et vous me direz, dans vos commentaires, ce que vous pensez des uns et des autres. Moi, je n'apprécie pas parce que vous connaissez ma position. Vous connaissez déjà ma position. Parmi ceux que vous voyez là, vraiment très peu serviront le Cameroun de demain. Parce que c'est manger partout. On ne peut pas manger à gauche et à droite. C'est de la manipulation. Nous avons pour mission de transmettre aux Camerounais les valeurs de vérité et d'honnêteté. Il y a un monsieur que vous allez écouter là. Il vous dit qu'il a été bien éduqué à dire la vérité. Vous allez reconnaître le monsieur en question. Et vous allez me dire dans vos commentaires si ce monsieur-là a donc assimilé les valeurs de vérité, d'honnêteté et être dans une critique positive qui puisse accompagner les jeunes que vous êtes. Je vous invite donc à écouter ce débat qui oppose deux fils de la République et que chacun d'entre vous essaye de conclure quelque chose. Cette première partie. Écoutez et regardez. Ouais, professeur, lorsque je promets, je réalise. J'ai promis vous donner la parole après la lecture des messages. Mais alors, vous n'êtes pas comme quelques-uns. En Afrique centrale, la problématique inscrite à l'ordre du jour est claire. Et vous avez suivi ce plateau qui nous vient de la France, où les gens sont péremptoires, ils parlent avec véhémence en disant que ça va se passer au Cameroun. Un des intervenants est même clair. Il dit avant que le mandat du président Macron ne s'achève, ça va se passer au Cameroun, ça va se passer au Congo. À votre avis, sommes-nous si éloignés? Je vais encore vous donner une information de terrain. Allons-y. Quand vous m'invitez ici, il faut avouer que, contrairement aux invitations que je reçois à France 24 ailleurs, on me paye, mais je fais ça gratuitement parce que nous sommes un pays pauvre. Bon, mais professeur, vous vouliez m'adresser une autre? Non, je vous dis que c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que nous leur vendons gratuitement nos analyses. Quand moi on m'invite ailleurs, ils me payent. Bon, alors, gratuitement, je vais vous faire cette observation. Hier, j'ai dormi à 3 h du matin. Parce que de 23 h à 3 h du matin, j'étais au téléphone avec Calice Beyala. Je me souviens que Monsieur Tréard, le directeur adjoint du Figaro, Calice nous écoute. C'est un ami à Calice Beyala. Ce monsieur qui a parlé là, dans une chaîne publique française qu'on appelle LCI. Et dans sa position, il pose un certain nombre de problèmes. Je vous dis que j'ai discuté avec Calice, notre brillante compatriote, jusqu'à 3 h du matin. Je lui dis, mais ton ami, qu'est-ce qu'il voulait dire? À partir donc de ces indicateurs, j'ai compris que au Cameroun, il faut faire attention. Les Camerounais sont mauvais, méchants, malhonnêtes, hypocrites. Oh là là. Ils ne vous disent,
Bon, permettez-moi d'assumer ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui me gêne dans les plateaux, chacun dit ce qu'il veut. Non, ça peut être d'autres personnes. Vous n'avez pas qu'à nous traiter les Camerounais avec autant d'adjectifs. Ça n'engage que moi. D'accord. Et mon image populaire encore. Il faut respecter les Camerounais, professeur. Pourquoi ils m'adorent? Vous savez que si vous faites un sondage ici sur le plateau, je suis très adoré par les Camerounais. Vous croyez que je ne sais pas ce que l'estime qu'ils ont pour moi? Tout simplement parce que je dis la vérité. Je vous dis pour vous le prouver, qui parle encore du président Haïdjo aujourd'hui? Alors vous anticipez. Personne. Comment pouvez-vous croire que ce monsieur qui a pratiquement construit l'État camerounais moderne, personne n'en parle? Vous me dites que les gens sont sérieux, ils ne sont pas écoutés. Ça n'engage que moi. Ouais, c'est qui je constate, il faut mettre un peu de l'ordre sur ce plateau. Les autres veulent toujours me perturber. Il y a de l'ordre pour ça. Bon, alors, après on va dire que mon temps de parole est passé. Je voudrais vous dire que, pour moi, cette hypocrisie amène donc nos compatriotes à faire croire que ce qui se passe au Gabon ne peut pas arriver chez nous. C'est faux. Ça peut arriver. Ah bon? Pourquoi? Et vous appuyez sur quoi? Merci. Au Gabon, c'est l'armée qui a porté le régime. Je vous ai dit ici, et les Gabonais nous écoutent, en 2009, c'est cette garde républicaine qui bombarde Baobam et qui le met complètement à l'écart. En 2016, après la contestation de Jean Ping, c'est cette même garde républicaine qui neutralise Jean Ping. Il était seul. En 2019, vous me laissez parler, chers collègues. Je parle aussi à votre autorité quand même, en tant qu'analyste. Et en 2019, et en plus je vous donne des chiffres, lorsqu'il y a eu une tentative de soulèvement initiée par quelques putschistes qui voulaient aussi renverser le président Bongo, c'est cette même armée. Je voudrais vous dire que à l'époque, je suis même allé au Gabon avec mes bons yeux. Quand vous allez au palais, vous avez à côté la garde républicaine qui est pratiquement collée à ce palais. Du bord de mer. Ramenez donc au Cameroun. On a une armée qui protège le régime, qui est loyale, qui est fidèle. Mais quand vous observez quand même que il y a des gens qu'on convoque au TCS, ces gens ne partent pas. Vous avez des noms? Permettez-moi, non. Vous ne faites pas ça. Hein. Vraiment, c'est un bon journaliste. Non, pour ça, je ne donne pas des noms. Nous voulons les informations. Les téléspectateurs. En même temps également, vous n'allez pas donner les informations erronées. Bon. Comment vous dites qu'on convoque des gens au TCS qui n'a pas votre hiérarchie et les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que vous faites ça, parce que vous m'aimez et vous aimez tellement vos téléspectateurs que vous voulez toujours que les autres se sacrifient. Je ne vais pas souffrir comme ça. Vous comprenez? Je ne vous donnerai aucun nom. Mais tous ceux qui nous écoutent ici savent que pourquoi, à un moment donné, l'armée, si elle est républicaine, elle peut avoir marre. L'une des missions dévolues à l'armée, c'est la protection des institutions. Et alors, quand on vous dit qu'il y a des gens institutionnellement qu'on convoque au TCS, malgré leur rang, ces gens vous disent que nous, on ne part pas. On vous dit que la Cour des comptes, hein, la Chambre des comptes, a fait un rapport sur la Covid-Gate. Et ces gens vous disent que, bon, on s'en fout, rien ne se passe. Et puis, quelque temps, on vous dit que le stade de l'Olembe n'est pas terminé. Mais vous avez des gens qui vous disent non, ce n'est rien. Et quelque part, vous avez des Camerounais qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant et autre chose. Je vais quand même me demander une petite diligence à mon brillant estimé collègue Mathias Eriko, qui est théoricien du Kaolan. C'est vous qui l'avez mis cette théorie que j'ai compris et j'adhère avec le temps. Reste à savoir. Oui, ça c'est mon problème. Mais les téléspectateurs écoutent. Quand il parlait de régime pornocratie, il parlait d'anisocratie et toutes les craties qui a fait. Non, vous me laissez parler. Là, je ne laisserai plus qu'on me coupe. Ne déformez pas mes propos. Dites ce que vous voulez dire. Attendez. Non, moi je dis, hein, dans le citer correctement. Ça, bon, je vous cite dans la théorie Kaolan. Oui, mais Mathias, c'est mon frère. Ne dites pas ce que je dis. Mais tu n'as pas. Vous ne dites pas parler du Kaolan. Je parle du régime politique américain. Et j'ai dit ce que vous dites là. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par Kaolan? Je vous donne mon temps de parole. Je vous donne mon temps de parole. Ça sera donc l'occasion de vous aider. D'abord, le Kaolan. Oui, concernant ce régime politique. Le Kaolan, ce n'est pas ce que vous croyez. Le Kaolan, c'est quoi? Attendez, je vous explique. Oui, je vous donne 30 secondes. Le Kaolan, c'est précisément les mesures qui sont prises pour éviter des ruptures dans une situation où un pays se trouve en difficulté. C'est le chaos rapide
qui correspond à ce que vous voulez dire. Ne me faites Ça pas veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas arriver au Cameroun alors? Moi, je ne sais pas si ça peut arriver. Le chaos lent. Mathias, mais vous avez demandé de vous expliquer. D'accord. Le chaos lent, c'est quoi? C'est pour expliquer simplement quelque chose qui est un peu plus complexe que ça. Vous savez ce qu'on appelle la fonction catéchontique. La fonction catéchontique, c'est la capacité pour un ordre institutionnel et son leader de repousser les ruptures dans le temps. C'est-à-dire, à vous écouter, à l'époque, vous parliez de la... Vous allez m'expliquer. Attendez. Vous allez m'expliquer. Vous parliez de la gouvernance conçue, monsieur. Oui. Et du gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel, le gouvernement perpétuel, c'est le chaos. C'est vous qui l'avez inventé. Le gouvernement perpétuel, c'est le chaos là. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, monsieur. Bon, reniez dans vos théories. Je ne dis rien du tout. Je dis qu'il faut d'abord... Moi, je donne que vous avez eu raison dans cette théorie. Avant moi. Oui. Je vous rejoins. Vous faites ce que vous avez vous-même. On va permettre au professeur Messanga de continuer. Bon, voilà. Donc, le théoricien du gouvernement perpétuel est là. Parlant de Paul Biya, mon maître politique. C'est lui. C'est lui. Le gouvernement perpétuel. Non. Il faut dire... C'est lui. Le gouvernement perpétuel risque... Attendez. Ce n'est pas un risque, monsieur. Il faut pas raconter des histoires. Si on parle des choses, on panique à la fois. Non, c'est mon tour. Parler des choses, il faut en parler de manière honnête. C'est lui. Le gouvernement perpétuel. Laissez-moi parler donc. D'accord. Le gouvernement perpétuel, ne s'applique pas à un seul pays en tant que catégorie. On parlait du Cameroun à l'époque. Quand je parlais du Cameroun, l'article, allez-y. Non, c'était pas un jeu, c'était un débat. Quand je vois même sur ce plateau, donc ce monsieur opposition ne sait pas que le gouvernement perpétuel, c'est un article. Il y a le gouvernement perpétuel, si, mais je parle de la partie diffusée dans une radio où je peux vous envoyer sortir cette... Moi, je vous parle d'une analyse scientifique. Une analyse scientifique. J'ai dit c'est comme vous avez à la fois. C'est le ensuite, d'abord, et comment lui fait la fille. Quand vous parlez de cette manière, on vous ne pouvez pas, monsieur Messanga, et c'est un manque évident de sérieux. Vous ne pouvez donc pas critiquer le gouvernement perpétuel, plus soutenir ce qui s'est passé dans le putsch du Gabon. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé au Gabon est précisément un rebond du gouvernement perpétuel. Autrement dit, un système gouvernant se trouve confronté à des difficultés et il trouve la solution qui lui permet de se reproduire. Et vous soutenez ça? Mais vous prétendez dénoncer le gouvernement perpétuel? Non, je n'ai pas. Soyons cohérents. Je vous rejoins. Que vous reniez, vous ne reniez rien du tout. Bon, les téléspectateurs, professeur, on peut chuter. Moi, quand c'est moi, les téléspectateurs ont la preuve que vous m'étouffez. Non, mon temps n'est même pas comme ça. Professeur Messanga, avancez et chutez. Bon, j'avance. Ramenez donc au Gabon. Je vous démontre tout simplement que le président actuel, le général Oligui Nguema, a évité un bel leçon. On a suivi cela. Pour que le système survive. Non, la question de savoir... Non, pour que le système survive, monsieur. Non. Pour que le système... Non, parce qu'il a mis une programmation. Il n'y a aucune programmation, monsieur. Vous voyez, c'est pour que vous êtes en plein gouvernement perpétuel, monsieur. Qu'est-ce que vous me racontez là? Professeur, estimé et brillant collègue, essayez de m'écouter un peu. Soufflez que j'aille jusqu'au bout de mes arguments. Allez jusqu'au bout donc. Merci, monsieur le professeur. Alors moi, ce que je ne comprends pas, et je voudrais dire ici avec autorité, c'est que la fragilisation des systèmes politiques africains est essentiellement inhérente à la gouvernance. Au Cameroun, parce que je soutiens ce régime, et je pense que ce régime doit... Paul Biya ou le régime? Je soutiens un système. C'est systémique que je soutiens. Et Paul Biya d'abord. Là, vous avez raison. Paul Biya d'abord. Parce que pour moi, c'est conjoint et conduit. Oui. Et je pense que
Il y a énormément de fautes que nous sommes en train d'évacuer ici, des fautes de gouvernance. À un moment donné, au Gabon, comme ailleurs, les gens en avaient marre. Et puis, il y a un autre indicateur. Mais moi, je suis étonné d'entendre des brillants analystes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais écouter Badiek, même Mathias et tout. Parce que ce sont des gens quand même compétents, mais avec chacun, et même lui, ses sensibilités. Comment pouvez-vous nous dire que le Gabon n'est pas le Cameroun lorsqu'on sait qu'au Cameroun, et vous parlez de révolution de palais, on sait que pour peu que ça bascule au palais, avec cette armée qui soutient ce régime que je soutiens aussi, et vous me dites que ça ne peut pas arriver, vous voulez banaliser, ça ne peut arriver. Vous voulez banaliser. Moi, je me permets toujours de justifier pourquoi le président pour le professeur Messanga Yamding, il faut avoir peur. Non, il faut être prudent. Il ne faut pas venir dire que le dit ça. Il ne faut pas partager la même analyse. Il ne faut pas venir dire que ça ne peut pas arriver parce que les Camerounais sont tellement fragilisés. Les Camerounais sont pauvres. Le président, mon maître politique, on a l'impression qu'il est même pris en otage. C'est d'autres qui décident de plus en plus quand on lit les décrets, les arrêtés. Mais le pays est encore gouverné. Oh, vraiment, vous ne comprenez. Le pays est gouverné. Vous avez suivi à un moment donné ici. Allez lire l'article. Il est en train de vous dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Non, c'est pas ce que je suis. Il faut assumer votre position. Non, vous ne pouvez pas parler à ma place. J'ai une compétence. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Enfin, bravo, hein, parce que vous laissez toujours qu'on me perturbe. Non, pas du tout. Vous allez me dire non. Écoutez, vous le perturbez aussi de temps en temps. Est-ce que le pays est gouverné ou pas? Lisez l'article 12 de la Est-ce que le pays est donc gouverné? Écoutez, là où nous sommes sur ce plateau, n'est-ce pas, que les Camerounais qui nous écoutent lisent les articles 10, 11 et 12 de la Constitution. Vous allez comprendre que dans un pays rigoureux, où les institutions sont respectées, dont elles ne sont pas respectées, un ministre ne reçoit pas, oui, c'est pas respecté, un ministre ne reçoit pas les hautes instructions, même du président de la République. Permettez-moi de finir. Hein. Incroyable. Là, vous me permettez de parler. Les hautes instructions, quand vous lisez notre constitution parfaite, je le dis avec autorité, d'accord? Hormis en privé ou dans un autre cas, le conseil des ministres. Le président de la République du Cameroun. C'est écrit où, monsieur Messanga? Lisez les articles. C'est écrit où? Il me coupe encore. Où c'est écrit? Mais vous n'êtes pas courtois finalement. Ce n'est pas un problème de Qu'est-ce qui vous arrive même ce matin? Comment vous pouvez dire des choses? Mais je ne vous coupe pas. Mais laissez-moi me justifier, ça n'engage que moi en tant que professeur. Je suis quand même professeur. Lisez-nous cette disposition constitutionnelle. Je ne vous lis pas. Je vous donne l'article 10 et 12. De vous donner le lisez. Il ne suffit pas de proclamer comme ça. C'est dit, hein. Vous savez, vous voulez que je vous dise ce que lisez. C'est ça la rigueur et face à face entre le professeur. Ce n'est pas un problème de face à face. Pour le piéger, n'est-ce pas? Tapez Google, vous allez voir dans l'article 12 que c'est le Premier ministre qui applique la politique du chef de l'État. Le parfait le sait certainement. Vous comprenez? Permettez-moi alors. Non, il m'a donné jusqu'au bout. Ça veut dire que lorsque le président de la République veut transmettre un message ou une instruction à un ministre, le secrétaire général de la présidence passe par les services du secrétaire général du Premier ministère et le Premier ministre... C'est écrit où? Article 12. Article 12. Oui, c'est que vous dites là. Mais écoutez, vous voyez, vous n'êtes pas content. La parole, je rentre chez moi. Vous n'allez pas rentrer. Parce que vous laissez Mathias parler. Je rentre. Parce que là, vous exagérez. Je suis en train d'effort d'être objectif. Dans la modération. Non, dans la modération, vous donnez plus de temps. Vous parlez là depuis 20 minutes, pour savoir ça. Que ceux qui observent constatent que vous m'étouffez. La modération. Pas du tout étouffé. En modération, c'est le chaque fois vous laissez Mathias, qui est professeur de qui? Mathias, c'est plus que frère pour moi. Vous laissez Mathias, donc nous allons boucler. Et vous m'empêchez de démontrer que si vous avez une minute dans mon maître politique, oui, Paul Biya, que je soutiens. Et donc vous dites qu'il ne gouverne pas. Et je n'ai pas dit maître politique. Si j'étais comme ce professeur que vous avez cité, j'aurais dit que tu mens. Mais je ne le dirais pas. Mais je voudrais déjà vous dire que ce n'est pas correct. Le président gouverne. On a l'impression que mon maître politique, depuis quelque temps, ne gouverne plus. Pas qu'il ne gouverne plus.
Faites confiance à des individus qui parlent à sa place. Ne posons pas article 12. Oui, le gouvernement. S'il vous plaît, article 12. Merci. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Bravo. Et dirige l'action de celui-ci. Bravo. 2. Il est chargé de l'exécution des lois. Merci beaucoup. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Bon, ça, on peut se réserve des prérogatives. Moi, je vous remercie. Ça va? Cela veut dire que mais ce qu'on a les instructions, qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Mathias, ne faites pas de démagogie. Qui a donc dit le contraire? Je vous dis que le problème est de savoir ces instructions. C'est quoi les hautes instructions d'abord? Oh, mais c'est pas de quoi s'agit-il? On a vu des... Quand vous faites allusion aux hautes instructions, vous voulez parler de quoi? Je sais qu'ils veulent que je... C'est quoi les hautes instructions? Mais je vais dans personne vous sacrifier. Mais je vais prendre mes responsabilités. Oui. Je suis un homme politique et un professeur de l'université. Lorsque vous avez le secrétaire général de la présidence qui instruit les ministres, c'est contraire à cet article. Lorsque le président de la République a un message à passer, il saisit le secrétaire général de la présidence, qui à son tour saisit le secrétaire général des services du Premier ministre. Je vous donne relisez. Professeur, vous savez, nos étudiants nous relisent. Le pouvoir politique. Le secrétaire général de la présidence de la République. Non, je n'attends plus. Vous m'attendez pas. Je n'attends pas ce que vous avez dit. Mais toi, tu veux te faire acheter tellement tu as parlé de nous raconter le secrétaire général de la présidence. Tu me pousses au bout. Le secrétaire général de la présidence. Mathias, tu veux dire le secrétaire général de la présidence l'instruction au nom de qui? Il ne peut pas le faire au nom de qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Tu deviens ridicule, s'il vous plaît. Tu deviens ridicule. Je suis d'accord. C'est tellement c'est pas la fédération politico-administrative. Mathias, tu as tellement brisé ce régime que tu n'assumes même plus ce que tu as fait. Le secrétaire général de la présidence dans le débat. S'il vous plaît. Le débat. Tu es le secrétaire général de la présidence des instructions. Au nom de qui? Tu perds au nom de qui? Il n'y a pas d'instructions au nom de qui? Parlons constitution. C'est au nom du secrétaire général. Il saisit. C'est écrit où dans la constitution? Article 12. C'est ça que c'est comme ça. Je vous interpelle l'article 12. Je vous dis donc que le secrétaire les constitutionnalistes allons aussi faire l'émission. Les constitutionnalistes comme Guéré abandonnent de tout. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Le ministre applique l'article qui définit la politique de la nation que le Premier ministre applique. Le président de la République. Le président. Article 5, je vous donne même l'article. Qu'est-ce qui interdit donc à celui qui définit la politique générale de la nation de faire passer des instructions qui sont prises les armées réglementaires? Article 12. Les actes réglementaires sont quoi? Je dis entre autres l'article 12 de la Constitution. Je suis content parce que l'arbitrage va se faire par ses collègues qui nous écoutent. Même demain et dans les réseaux sociaux, ils vont réagir entre la C'est vrai. Moi, je ne réagis pas pour les réseaux sociaux. Bien. Oh là là. C'est terrible. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire que ce qui arrive là-bas, il faudrait un réajustement. Il faut ramener la célérité, la sérénité dans l'institution. Appliquer ce qu'on appelle, le président de la République a appelé l'instruction numéro 2 de 1998. Le président Paul Biya a tout mis en place. Malheureusement, si certains continuent gravement à violer notre dispositif institutionnel, eh bien, je doute fort que les Camerounais demeurent sempiternellement des simples spectateurs. Merci beaucoup, on a compris. Ce que vous dites n'est pas... Toi, il lui donne encore la parole. Ce que j'ai dit est exact. Ce que vous dites n'est pas... Je parlerai parce que... Appelle-le. Il dispose de la politique... Oui, mais ce n'est pas le ministre d'État, secrétaire général, la présidence qui parle au nom du président de la République. Il ne peut pas parler. C'est faux. C'est faux. Si c'est le cas, on vous tous la parole. Brillant. Vous tous la parole. Est-ce que vous modérez ce plateau? Ce que vous dites est faux. Professeur Messanga,
Vous êtes faux. Je ne doute même pas de votre compétence, mais vous êtes de mauvaise foi. C'est ça, Sanga. Vous savez que ce que je dis est vrai. Si vous définissez la politique générale. Comment c'est pourquoi? Ça n'a rien à voir. On définit la politique. Il y a une disposition institutionnelle réglementaire. Au Gabon, Bongo a laissé Nouridine, son fils s'est mis à tout signer. On vous a compris. Et on l'a renversé. Parce que Nouridine, n'est-ce pas? chers collègues, Docteur Colonel Badjek, c'est vous qui avez écoute-moi, tu es intègre. Je vous pose une question. Sois honnête. Je vous pose une sérieux coup. Soyons sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Monsieur le théoricien du Kaola. Soyons sérieux. Monsieur le théoricien du Kaola, soyez sérieux. Pas le RDPC. Je m'en fous. C'est moi qui apporte de la RDPC. Au moins, j'ai été membre du comité central la plus haute instance pendant 11 ans. Vous croyez que ça me plaît? L'avenir pour l'Afrique centrale. Vous faites pire que la méchante du RDPC. S'il vous plaît, respectez cette raison de professeur Sanga. Et encore, il me permet, quand vous dites exclusion, voilà encore, professeur Sanga. Les faux conseils de discipline comme ça peuvent entraîner un dérapage. Professeur Sanga. Et vous avez oublié de dire qu'on m'a envoyé illégalement. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Pourquoi vous êtes ça, Sanga? Rachetez-vous par rapport à vos erreurs. Je n'ai pas donné l'impression que ce que je dis n'est pas vrai. Sujet. Ah si, c'est le sujet. Après, vous paniquez. Vous avez peur que je parle. Vous m'étouffez chaque fois. Alors que vous avez bousillé ce régime plus que certains opposants. Ok, on va passer la parole au docteur Colonel Badjek. L'avenir de l'Afrique centrale ayant trait à la situation actuelle. Je voudrais déjà dire que l'avenir de l'Afrique centrale est tout à fait tributaire de ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est un bouclier. Et en même temps, le Cameroun est un exemple. Il faut que l'on évite, nous qui sommes entendus, nous qui sommes écoutés, que l'on donne des schémas qui peuvent être demain susceptibles d'être chrysogènes. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je dois vous le dire, avec sincérité, lorsqu'on va évaluer statistiquement les conséquences, c'est tout à fait inacceptable. Non seulement pour le développement de toute l'Afrique, de cette partie de l'Afrique-là, et aussi, par analogie, ceux qui pensent que c'est une méthode, elle ne va pas prendre le pouvoir, elle ne va pas prospérer. Restons dans ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que les Africains ne veulent pas comprendre, c'est que la démocratie, pour qu'elle puisse s'installer, elle doit faire un certain cheminement. Ça devrait peut-être aller beaucoup plus vite, parce qu'elle sera le résultat de ce qu'il y a d'objectif au niveau des autres systèmes dont nous avons hérité. Mais nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes mal servis. Cette démocratie marche. La preuve, c'est que vous pouvez parler sur un plateau, critiquer les gouvernants et dire ce que vous pensez. Même de manière inappropriée. Alors, je voudrais donner... Ce que vous dites est exact, parce que Mathias a canadé la révision constitutionnelle. Attendez, colonel, je sais que vous êtes un homme aimable. En une seconde, pourquoi avez-vous contesté la révision constitutionnelle? Vous oubliez que vous avez dit ici, à l'amphi 700, que la révision constitutionnelle est faite. Et alors? Voilà. Et alors? Après, il vient nous dire que non, il n'y a rien. La révision constitutionnelle, c'est ça. Un peu de respect pour les téléphone. Moi, j'ai défendu la révision constitutionnelle. Et alors? Mais vous avez dit que si on révise, ce régime peut tomber. Il n'est pas tombé. Je n'ai pas dit ça. Vous avez soutenu la révision. Je n'ai pas soutenu, mais je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il faut être extrêmement rigoureux. Est-ce que vous avez soutenu la révision constitutionnelle? Je n'ai pas soutenu. Mais je dis que je n'ai pas dit ce que vous dites là. Voilà. Moi, je dis que la révision constitutionnelle n'était pas une bonne chose. Voilà. Alors, mais comme nous ne sommes pas sur la révision constitutionnelle... C'est parce que la révision constitutionnelle, pour vous dire la vérité, en sciences politiques, les coups d'État ne sont pas seulement militaires. Napoléon s'est fait un coup d'État à lui-même. Donc vous soutenez un coup d'État. Je soutiens ce que tu as dit. Non. Vous l'avez dit clair alors que vous ne soutenez pas. Ne faisons pas de la démagogie, monsieur. Je soutiens ce que tu as dit. La révision constitutionnelle, vous allez ordonner sur la révision constitutionnelle est un coup d'État convivial. Bien. Vous avez donc écouté cette discussion houleuse là? Très bien. Quand vous écoutez Messanga Nyamding, je crois qu'il est constant dans sa critique et rentre dans ce que Mathias Owonangeni décrivait
dans une émission avec Otou, il y a de cela très longtemps. C'est-à-dire, la critique, même si tu es un membre du pouvoir, faire des observations et être capable de faire des propositions et expliquer. Il n'y a aucune personne au Cameroun qui puisse expliquer le Cameroun de Biya plus que Mathias Ouonangini. Et je suis surpris que le même Mathias Ouonangini qui faisait dans la littérature, dans l'enseignement, dans l'éclairage, il nous faisait l'explication de caricature. Il a tellement expliqué ça bien qu'aujourd'hui, je suis très surpris par ce raisonnement. Je vous invite, mes chers compatriotes, à écouter Mathias Ouonangini, l'époque, pas de ce que vous venez d'écouter là, mais à l'époque, il n'était pas encore nommé vice-recteur. Il n'était pas encore nommé. Il était encore dans la critique. Et le gars lui dit, Otou lui rappelle très bien que mais, il est reconnu de l'autorité publique que vous êtes une critique du RDPC. Vous critiquez et il explique. Et vous allez donc essayer un peu de comparer Mathias Ouonangini d'aujourd'hui et le Mathias Ouonangini d'hier. Écoutez et regardez. Voilà. Bon, docteur Ouonangini, on va rentrer dans l'autre côté. Hein. J'ai dit à l'introduction que vous êtes parfois un peu amer vis-à-vis du régime. Très critique, si vous voulez. Bon, je retire. Très critique. Vous êtes d'accord? Oui, je suis critique. C'est le régime qui voit que je suis critique seulement à son propos. Oui. Alors que je peux être critique aussi de l'opposition, je peux être critique de la société civile. Peut-être dans une certaine mesure et par décence. Oui. La seule cible que je ne peux pas ouvertement critiquer de manière visible, c'est moi-même. Encore que en réalité, je peux me mettre aussi critique vis-à-vis de moi-même, mais ça me poserait évidemment un sérieux problème de cohérence psychologique. Voilà. Donc, je suis critique parce que j'ai été formé comme cela. Et d'abord par le système scolaire camerounais. Je suis critique parce que moi j'ai bien absorbé, assimilé les leçons qui m'ont été données à travers les œuvres de littérature qu'on m'a fait lire tout au long de ma formation camerounaise. Et j'avais bien compris que c'était pour former le sens du jugement. Et on ne peut pas avoir du jugement si on est toujours dans le registre de la complaisance et du conformisme. Pour avoir un jugement solide, un jugement consistant, il faut l'exercer également de manière critique, avoir ce qu'on appelle le sens critique, l'esprit critique. Mais l'esprit critique n'est pas l'esprit de critique. Voilà. Quand on dit que je suis critique, ça c'est vrai dans une large mesure, on oublie que dans un certain nombre des analyses ou des opinions que je peux émettre sur tel ou tel sujet, je suggère en même temps éventuellement des pistes qui peuvent être des pistes de solution, mais ceux qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas. Voilà pourquoi je suis critique. Et la critique n'a rien à voir avec le fait que ce soit un régime. Ça pourrait être un autre que je pourrais critiquer de la même manière, voire plus. La critique pour moi c'est un exercice que j'applique à une situation, à un ensemble de phénomènes que j'applique un ensemble d'acteurs qui sont censés gérer ces phénomènes. Elle n'est pas personnelle. Voilà pourquoi la plupart du temps, dans mes prises de position, vous me voyez rarement dans des positions d'attaquer personnellement les individus, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de poser des problèmes. Bon, maintenant, comme la prise en charge ou la résolution de ces problèmes sont incarnés par tel ou tel individu qui est dans une position organisationnelle ou institutionnelle, en critiquant une certaine manière de faire, ça va toujours donner l'impression que c'est la personne même que je critique. Et comme nous sommes dans une société qui apprend avec beaucoup de maladresse ce qu'on appelle la liberté d'expression, c'est comme cela que c'est souvent reçu, même quand ce n'est vraiment pas le cas. Voilà, ce que l'opinion veut comprendre, c'est que votre père, professeur Joseph Owona, quand même, il est entré dans le gouvernement en 86. Et alors, il a occupé le poste de ministre. Mais c'est une espèce de rupture là avec... Ça, ce sont les jugements d'une société
qui justement, comme je le disais, est encore dans une phase d'apprentissage maladroit de ce que c'est que l'expression pluraliste. Dans une société pluraliste, c'est-à-dire une société qui a institutionnalisé, qui a admis officiellement et publiquement que les gens peuvent exprimer leur sensibilité, leur vue sur un certain nombre de préoccupations, on ne peut pas être choqué de ce que quelqu'un ait une opinion. On peut contester même l'opinion, mais on ne peut pas lui refuser le droit d'avoir cette opinion-là. Oui. Parce qu'on a admis le principe qu'il y a une pluralité d'opinions, bien sûr. La pluralité d'opinions, quel que soit le système, même les systèmes les plus libéraux, est toujours réglé. Oui. Donc, moi, il n'y a même pas de débat. Oui. Et à ce niveau, mon père, le professeur Joseph Lona, vous l'a dit, que moi, au Nangini, j'exerce ma liberté de jugement. Oui. Et ce n'est pas lui qui peut me dire ce que je dois penser, puisque moi je ne lui dis pas ce que lui doit penser. Donc on peut se retrouver sur un certain nombre de choses, on peut se distinguer par d'autres choses aussi. Moi je suis tout à fait surpris de ce type de débat qui montre encore qu'il y a besoin d'aller plus loin dans la culture qu'on doit apporter aux gens, dans la culture républicaine. Ensuite, cette vision toujours qui est marquée par l'odeur, au-delà même de l'odeur du père et de la mère, l'odeur du groupe, il faut savoir la relativiser aussi. C'est-à-dire il faut apprendre également que les personnes ont un certain niveau d'autonomie, qu'elles ont une certaine manière de voir qui leur est propre. Elles peuvent partager un certain nombre de choses avec les gens qui sont d'une manière ou d'une autre d'un groupe dans lequel on peut les ranger, mais elles ont également une position propre. Et je trouve toujours surprenant, en fait moi ça ne me surprend pas en fait, que des gens estiment que quelqu'un qui a fait des études universitaires, qui est un enseignant d'université, qui par ailleurs est un chercheur en sciences sociales et particulièrement en sciences politiques, est à devoir aller demander l'avis de ses ascendants, de ses parents, sur une opinion à donner. Mes parents, en tant qu'anciens, en tant que ceux qui m'ont permis de venir au monde, peuvent avoir à m'indiquer, à me donner des conseils sur tel ou tel aspect, mais ils ne peuvent pas se substituer à moi quand je dois penser quelque chose sur tel ou tel aspect. Je suis de ce point de vue autonome. Maintenant, mon autonomie peut retrouver leur manière de voir les choses. De la même manière que moi, je ne peux pas leur imposer un point de vue, eux non plus ne peuvent pas m'imposer des points de vue. Bon, mais évidemment, ne serait-ce que par le fait qu'ils ont eu à m'éduquer, il y a certainement une part de leur influence dans la manière dont je suis. En fait, je suis comme on m'a éduqué. On m'a éduqué pour que je dise la vérité. On m'a éduqué pour que je sois juste. On m'a éduqué et sévèrement pour que je sois droit. Je ne donne pas, sauf à remettre fondamentalement en cause ma trajectoire, à transiger sur ces aspects. Comme tout humain, je ne suis certainement pas parfait, mais j'essaie dans une certaine mesure de suivre un chemin qui, au moins au départ, a été tracé par d'autres. Et je n'ai pas trouvé qu'il était si mauvais pour m'en écarter. C'est ce chemin-là que je suis. Voilà, docteur Ronan Guiné, est-ce qu'il arrive parfois que votre père, le professeur Ronan, trouve que vous êtes allé un peu trop loin? Tout vous rappelle souvent prouve qu'il ne trouve pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma soeur, ni même mon épouse ne peuvent m'imposer une manière de voir comme je n'ai pas à leur imposer une manière de voir. Donc, ça, ce n'est vraiment pas mon problème. Moi, je pense ce que je pense en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que je crois. De la même manière que je ne vais pas dire, je ne vais pas imposer, je peux lui dire, bon, je ne suis pas d'accord sur telle chose, mais je ne peux pas dire, il faut nécessairement faire comme ça. Vous parlez souvent du RDPC?
Pourquoi voudriez que je parle du RDPC avec un RDPC pour lui dire quoi? On peut parler du RDPC mais seulement pour dire ce que j'en vois. Oui. Pour moi, le RDPC, c'est simplement l'UNC. L'UNC repositionné dans un... Et lui, il pense quoi, le professeur Ona, quand vous lui dites ça? Il faut lui demander. Si vous voulez savoir ce qu'il pense, invitez-le, il va vous dire ce qu'il pense. Moi, je vous dis ce que je pense. On va l'inviter. Invitez-le, s'il accepte de venir, il vous dira ce qu'il pense du RDPC. Pour moi, c'est une expérience globalement, finalement malheureuse. Oui. Parce qu'en réalité, le RDPC était censé instituer un autre esprit, un autre esprit politique au Cameroun. Et finalement, on constate que même s'il a pu, dans certaines conditions, promouvoir des chemins d'ouverture, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il a conservé l'esprit de monopole, l'esprit du parti unique, l'esprit de l'unanimisme et l'esprit surtout du culte de la personnalité, où il y a véritablement la célébration permanente du chef. Voilà. Et moi, je suis contre ces choses parce que je pense que c'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Je ne parle pas que du Cameroun. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Il n'est pas mauvais de respecter les chefs. Il n'est même pas mauvais de les célébrer, mais pas au point que les chefs soient au-dessus des institutions qui conduisent la société. Chaque fois qu'on se retrouve dans de tels modèles, il faut vraiment un miracle pour avoir toujours des chefs qui puissent conserver la lucidité. Mais ce n'est même pas possible parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est quelque chose qui, à la fois, peut vous permettre d'agir, d'organiser, de modeler les choses, mais c'est quelque chose également qui peut vous modeler, vous façonner dans le sens négatif, c'est-à-dire vous saisir, et vous saisir dans un sens où vous allez devenir fou et corrompu. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux, et voilà pourquoi dans l'histoire du monde, un certain nombre de sociétés ayant expérimenter la dangerosité des pouvoirs, on construit de plus en plus des mécanismes pour essayer de domestiquer la part dangereuse du pouvoir et profiter de ce qui, dans cette structuration, peut aider la collectivité à avancer. Voilà pourquoi je suis contre toute logique qui relève de ce que j'appelle le gouvernement perpétuel. Et en des termes d'ailleurs plus compliqués, le centralisme principataire, c'est-à-dire un système où vous avez un chef qui à lui seul est un État. C'est un peu ce qu'un politologue ivoirien, bénino-ivoirien, mort, Tessi Bakary, appelait à propos de la Côte d'Ivoire l'État-président. Ce qui a l'origine... Autant de fait, mais c'est un système qui continue à structurer l'histoire de la Côte d'Ivoire, même après la crise post-électorale de 2011, et qui va continuer à créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Or, ce type de structuration existe aussi dans d'autres pays africains, notamment au Cameroun. Et à mon avis, ça peut produire des effets extrêmement négatifs pour le Cameroun. Voilà pourquoi je ne suis pas trop en faveur de cette logique. Docteur Ona Nguini, je vais revenir un peu aux jeunes, Mathias-Thierry Kobonangini. Oui. Comme j'ai dit, votre père, le professeur Ona, il a été ministre de l'Éducation nationale, la santé publique, jeunesse et sport, contrôle supérieur. C'est pas moi qui l'ai nommé. Je suis en train de dérouler ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général adjoint à la présidente, secrétaire général à la présidente. Docteur Ona Nguini, lorsque on commençait à lire on déroule le gouvernement là. Comment vous sentiez-vous? C'est-à-dire quand on lit les noms, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau gouvernement. Oui, ben, ça vous attendez comme vous attendez un résultat? Le papa va bouger? Peut-être, mais c'est tout à fait normal puisque je suis son fils. Mais bon, après un certain moment, voyant comment ça se passe, je me demande même si cette affaire-là est vraiment utile. ça? Oui, ben, ça dit, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe le poste?
Laissez-moi continuer. Moi, je pose des problèmes de principe. Je ne pose pas des problèmes d'individu. Oui. Comme mon propre père, en l'occurrence. Mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Oui. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer, d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes nationaux de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations, les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur, le docteur Onanguini, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une fonction critique qu'il expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. Ce sont des clercs. Oui, je ne dirais pas le courtisan parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc, celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours la fonction critique quand il examine la réalité.
Alors, docteur Ouenague, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans d'autres sociétés? Bon, si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique, et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Parce qu'il y a des dictatures de différents types. Il y a des dictatures libérales, c'est-à-dire des ordres sociaux qui sont en évolution. Il y a déjà un certain nombre d'éléments de la liberté au Cameroun. On peut être critique du système camerounais, on peut même être critique du régime camerounais et voir qu'il y a des éléments de cette liberté. Mais pour construire un système démocratique, la liberté ne suffit pas. Il faut encore qu'on apporte un système de garantie de cette liberté pour que cette liberté puisse fonctionner au profit de tous les acteurs de la société. Il faut encore que dans ce système de liberté, ceux qui jouent le rôle de régulateur, d'arbitre, se soumettent lui-même aux règles. Ça veut dire que l'arbitre central qui conduit le match, il va arbitrer en fonction d'un code de jeu qui est arrêté et connu d'avance. Ça veut dire donc qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'état de droit. Et cet état de droit-là est alimenté donc par des valeurs de liberté. Ensuite, il est important également qu'à la liberté, à cette auto-limitation par le droit, on ajoute de la solidarité. Une solidarité qui est double, une solidarité qui vient des individus, des personnes et des groupes sociaux, mais une solidarité qui est également institutionnalisée, de telle manière que dans un certain nombre de situations, ce soit les institutions publiques qui prennent en charge un certain nombre de questions pour en fait protéger les plus faibles. Voilà. Bien. Là, vous avez écouté Mathias Ouenague. Chacun se fait son avis, son idée. Bon, il y a Serge Elanga qui m'a posé la question parlant du colonel sur le plateau. Vous savez, je vous ai dit au départ, moi je suis un soldat. Tout ce que je sais faire, c'est tirer et garder les casernes. Mais dans mon expérience, j'évite de commenter ce qui ne peut pas nous faire avancer. Je commente sur certains acteurs politiques ou certains acteurs de notre société pour vous dire, ne vous comportez pas comme Martin Bellinga et Boudou. Ne vous comportez pas comme Amourou Bellinga en vous donnant des éléments de preuve, des choses à ne pas faire. Je vous demanderai de vous inspirer des gens qui ont fait la République. Il s'appelait John Goufoncha. Il s'appelait Amadou Ahidjo. Ils étaient nombreux. Vous les connaissez. Je n'ai pas envie de fonctionner avec des personnes au lieu d'être par des actes qu'ils posent et des valeurs dont ils ont la responsabilité de faire la promotion. Ils veulent paraître. Donc je ne veux pas parler de ce colonel-là. Je n'ai pas envie de parler de ce colonel. Chacun peut définir. Et je vais rappeler une seule chose, c'est que quand on vient sur un plateau télé, il faut éviter de mettre la honte sur ses enfants et sur soi-même. Quand on parle d'une république et quand on parle de démocratie, il faut se rappeler très bien que dans ce pays-là, M. Biya a ramené au Cameroun, lors d'une élection présidentielle, des faux agents de transparence internationale au Cameroun. Dans un pays normal, un vrai militaire se serait levé et aurait agi comme celui du Gabon. Un vrai militaire qui vit au Cameroun, qui constate que nous voulons une démocratie normale, aurait agi en 2018 comme le général Brice Oligui Nguema. Parce que l'acte que M. Biya a posé est insultant,
est humiliant, est dégradant, est une honte pour notre pays, le Cameroun. Que ce monsieur-là va chercher au quartier des faux agents de Transparency International qui passent à la télévision, à la télé, sont payés avec notre argent. Payés avec notre argent, alors que des militaires n'ont pas de bandoulière. La bandoulière, c'est cette corde-là, c'est cette ceinture qui te permet de porter ton arme. Tu peux porter cette arme-là à la bandoulière, c'est-à-dire que incliné comme ça, tu peux la porter à l'épaule. C'est cette ceinture. Mais les militaires n'ont pas ça. Je vous ai montré ça ici. Les militaires achètent les tenues. Moi qui vous parle là, j'offre des ranchers et des militaires, pas mal de militaires au Cameroun. Mais M. Biya a pris l'argent qui doit habiller les militaires pour donner aux faux agents de Transparency International. Au Cameroun, il y a un monsieur qui est en prison d'avoir à son actif plus de 2000 matricules et percevait de l'argent. Ce monsieur-là est en prison. Et dans ses carnets, on retrouve des militaires, des officiers, des sous-officiers, des civils. Il ne sera jamais jugé. Au pire des cas, il sera assassiné en prison. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et les militaires qui sont appelés à réguler ce genre de choses. Moi, vous savez, j'ai vite fait de venir aux États-Unis, de créer des structures qui demain, avec ou sans Biya, vont être utiles à la nation. Parce qu'elles sont reconnues ici, parce que j'ai donné du mien. Je ne parle pas ici pour faire plaisir à X ou à Z. Je n'ai pas besoin de faire plaisir à Biya. Je parle pour apporter ma contribution au peuple camerounais. On ne peut pas être aimé par tous, mais fais ce que ton cœur te demande de faire, qui pourra être utile à la masse. Vous allez voir demain, qui est là à côté, arrive, un futur proche, dans un futur proche, vous allez voir que certains militaires au Cameroun ont des faux diplômes qu'ils ont achetés à soi. Nous avons les dossiers ici. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me le rappeler le jour où ça changera au Cameroun, parce que nous serons là au Cameroun. Il ne faut pas narguer le peuple camerounais. Beaucoup sont devenus des officiers avec des faux diplômes. Beaucoup sont devenus des commandants avec des faux diplômes. Beaucoup sont même des généraux avec un parcours douteux. Comme les Joseph Fouda. Nous les connaissons. Alors de grâce, ceux qui ont encore cette possibilité-là de passer sur des plateaux télé, ceux qui ont la volonté ou le courage de passer sur les plateaux télé, passer un message qui puisse aider les Camerounais de demain. Demain, ne soyez pas du mauvais côté. Parce que si vous venez sur les plateaux télé, dire des choses pour plaire, parce que vous croyez trouver un strapontin ou une place quelque part, vous allez vite déchanter le moment venu. Parce que les gens que vous faites un appel du pied à des personnes, ils ne seront plus là, ces gens. Mais nous allons nous rappeler de votre passage à la télévision pour formater, pour intimider les Camerounais. Non, on n'intimide pas. Les Camerounais ont toujours été des combattants avant que vous soyez nés depuis les années 50. Ils ont continué de se battre pendant que vous étiez dans l'armée. Beaucoup d'entre vous. Vous les avez matés, vous les avez tués, vous les avez assassinés. Beaucoup des officiers comme Nyangono, beaucoup d'officiers sont aujourd'hui impliqués dans des crimes. Vous voyez ce rapport? Je vais enlever les lunettes, excusez-moi, de mon ami Augustine. Regardez ce rapport que je garde toujours avec moi. Ce rapport qui est signé par ce monsieur. Vous voyez? Ce rapport que vous voyez là. Signé du 21 avril 2020 par Ferdinand Ngongo. Ce rapport va poursuivre Ngongo toute sa vie. Que M. Biya soit vivant, que M. Biya soit mort, ce que je ne souhaite pas, je veux qu'il vive le plus longtemps possible pour connaître justice, pour qu'il soit condamné par ses comportements. Condamné à rester chez lui. Même s'il ne part pas en prison, il faut qu'il soit condamné un jour par ses comportements. Des Camerounais sont morts
Biya reconnaît dans ce document que les Camerounais, sous ordre du lieutenant-colonel, le chef de bataillon Nyangono, Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM, connaissant pourtant la sensibilité de la zone de Gabour, où existent de vives tensions intercommunautaires, n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Il a envoyé des hommes sur le terrain, et dans ce document, on précise très bien que ces garçons-là ont tué des gens. Ils ont brûlé des corps, brûlé des maisons et maquillé la scène du crime. C'est le président, c'est ordre du président, ce document qui est signé par Ngongo, à la demande de Paul Biya, sous la supervision de Betty Assomo et des autres. Gala Setoga, voilà le rapport. Les parents sont morts. Alors un monsieur comme ça, chef militaire, suprême des forces armées, voilà les Camerounais, assassinés par des personnes qui sont appelées à les protéger. Et vous demandez aux Camerounais de ne pas rêver, se lever un jour. Alors que dans ce document que vous voyez, des militaires qui ont été impliqués dans ce massacre sont arrêtés et sont jetés en prison. Mais les civils qui ont été armés par Tanganji, eux, au nombre de 10, n'ont jamais été arrêtés. Ils sont en prison. L'arrestation du sergent-chef Baba Ngida, du gendarme Sandi Cyril et du soldat de première classe Aranga Gilbert, ainsi que les 10 membres du comité de vigilance impliqués dans l'événement tragique de Gabour. 3. L'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux. Les militaires concernés, écoutez bien, colonels, généraux, officiers supérieurs, écoutez ça. Écoutez bien cette partie-là, c'est très très important. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Donc les militaires qui ont participé à ce coup sont arrêtés, n'est-ce pas? Ils sont en prison. Après avoir respecté l'ordre hiérarchique de Nyangono, Zé Eric, colonel, commandant de ce bataillon-là, 52e bataillon. Mais les militaires là ont été arrêtés. Les membres du comité de vigilance concernés sont eux activement recherchés. C'est-à-dire, ces gars qui étaient armés, plus nombreux que les militaires, étaient en mission avec les militaires. Eux, les civils, armés par Tanganji, sont activement recherchés. Alors que les militaires qui ont obéi à un ordre légal de la hiérarchie sont arrêtés et jetés en prison. C'est signé par Paul Biya. À la suite des événements tragiques subvenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020, dans la localité de Gabour, en exécution des très hautes instructions du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a mis sur pied, Betty Assomo, à la demande de Paul Biya, a mis sur pied, en date du 17 février 2020, une commission d'enquête mixte avec pour mission, number 1, de faire la lumière sur les circonstances de la survenue dit événement. 2. D'établir les responsabilités des différents acteurs. Tout ça placé sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Gala Setoga, présidé par un magistrat militaire. La commission d'enquête était composée d'officiers des armées et de la gendarmerie. Dossier complet. Monsieur Biya, tribunal militaire, condamne ce type. Monsieur Biya et toute sa délégation. Donc quand un officier arrive sur un plateau télé, il doit avoir une pensée pour les militaires qui sont morts. Il doit avoir une pensée pour des civils qui tombent tous les jours. Il doit avoir une pensée pour le peuple camerounais dans son ensemble. Il ne suffit pas de communiquer. Il ne suffit pas de venir lire les communiqués. Il ne suffit pas de venir raconter les choses pour se donner une certaine posture. Nous sommes à l'extérieur, diras-tu, direz-vous. Mais nous arrivons au Cameroun. Notez ça. Nous sommes à l'extérieur. Nous parlions depuis. Et nous continuons de parler. Et la troisième étape, nous parlerons étant au Cameroun. Et on vous posera la question, monsieur, mon général,
mon commandant, mon colonel, qu'avez-vous fait? Où étiez-vous en tant que responsable du renseignement? Où étiez-vous en tant que responsable de la communication pour dénoncer cette dérive-là? Des civils armés qui ont fui, mais les militaires qui ont obtempéré à un ordre sont en prison. Les colonels qui n'ont pas fait leur travail se promènent au quartier. Vous faites donc des sorties télévisées pour intimider les Camerounais. Faites attention, jeune homme. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Mon capitaine, mon lieutenant, mon commandant, mon général. Vous avez des enfants. Certains dans cette armée, dont nous connaissons qu'ils ne sont pas dans l'armée parce qu'ils ont réussi aux examens. Nous connaissons qu'ils sont dans l'armée parce que le père a intervenu. Le père a joué de son poste, de sa position de commandant, de général, d'officier supérieur, de colonel. Alors que ceux les plus méritants sont au quartier parce que les parents n'ont pas d'argent. Pourtant, ils avaient les capacités de servir cette armée. Malheureusement, comme nous connaissons au Cameroun, c'est le tribalisme, c'est la corruption, c'est le fion, c'est les dérives sexuelles, c'est le satanisme. Avec ça, on est capable de se retrouver à n'importe quel poste. Des colonels que j'ai connus, d'autres venant de Grèce, du Maroc, de Chine, des pays étrangers, mais qui sont devenus colonels tout simplement avec des faux diplômes. Nous les connaissons. Nous connaissons cela. Nous avons publié. Ils sont de l'armée de terre, ils sont de la gendarmerie, ils sont de l'armée de l'air, ils sont de la marine. Alors quand on accumule des imperfections comme ça, des comportements pareils, et on pense que les Camerounais doivent rester, vivre tous les jours sous intimidation. J'ai un souvenir de MIDA. MIDA, cette organisation qui a été mise sur pied, où les gens venaient donner 1 million, au bout de quelques jours, on t'en donnait 3 ou 5. Quand tu donnais 5 millions, tu en avais 15 par la suite. Donc c'était un appât. Cette organisation, à l'intérieur, on trouve des militaires, on trouve des ministres. Et cette organisation était parrainée par un autre responsable de la communication, Issa Chiroma, passé à la télévision avec le gouverneur de Yaoundé, avec la complicité de Charles Ndongo. Mais quand l'argent a été déjà une certaine somme en termes de milliards, ils ont monté un coup avec des hommes en tenue, ils sont venus porter toutes les caisses. Ils sont partis avec cet argent. Et ils ont pris quelques tampions, ils ont jeté en prison. Dans un pays normal, ce gouvernement devait être déposé depuis très longtemps. C'est un gouvernement de bandits, de criminels et de voleurs. En ce moment-là, des colonels qui sont aux affaires ne regardent pas et ne voient pas la dangerosité parce que ça n'impacte pas leur vie. Ils ont l'argent qui vient des missions farfelus, inventés. Ils ont un salaire parfois 2 ou 3. Et donc ils peuvent s'occuper de leur famille. Mais certains décident donc de se reconvertir dans le privé parce qu'il faut rattraper ce qu'ils ont perdu. Entre-temps, ils ont été complices, directs ou indirects, d'un certain nombre de comportements qui ont détruit des vies, des comportements et des valeurs, laissant au carreau des civils et des militaires. Et pensent que les leurs sont en abri parce que pour ne pas aller au théâtre de guerre, il faut payer, c'est encore des réseaux. Pour porter le galon, il faut payer, c'est encore le réseau. La corruption, tout ça régulé par des officiers supérieurs. Alors, mon cher frère Elanga, je n'ai pas besoin de parler à un officier. Je n'ai pas besoin de parler à une tierce personne. Je m'adresse aux militaires. Demain, vous serez responsables. Et souvenez-vous de ce que je vous dis. Souvenez-vous. Hier, quand je parlais, le général Ngambou Isaïe était certainement dans une église en train de raconter sa vie. Il n'a pas su de quelle manière il sera débarqué. Mais que vous soyez en retraite et continuez de vous comporter, narguer les Camerounais, vous serez récupéré le moment venu et vous allez répondre devant les Camerounais d'un certain nombre de faits que vous avez posés de façon directe ou indirecte dans cette République. Nous connaissons. Le général Isaïe l'a dit. Nous connaissons qui est qui dans ce pays. Nous connaissons ceux qui ont fait un parcours notable, respectable. Nous connaissons aussi ceux qui sont venus par la nustocratie, le fionfionisme, le tribalisme, la corruption et le satanisme. Nous connaissons. Alors faites très très attention.
Je vous parle de ça parce que à un certain moment, certains disparaissent. Certains sont restés dans l'armée parce qu'ils pensent qu'ils vont être des généraux, comme Kamgen Jackson. Nous allons venir. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Le Cameroun que vous voyez là, se jouera au Cameroun la finale, la Champions League des coups d'État. Essayez n'importe quoi, mais le changement se fera avec les Camerounais. Tout ce que vous avez volé, vous allez remettre. Hier, Olingi Brice Nguema, le président de transition du Gabon, a donné 48 heures à tous les voleurs de venir remettre. Si vous ne remettez pas, il sait là où vous êtes. Et vous allez voir la différence entre vous rendre vous-même et quand on viendra vous chercher. La même chose arrivera au Cameroun. Vous n'aurez même pas 48 heures. Rassurez-vous. Vous savez, au Cameroun, beaucoup ont agi en comptant sur la France. Beaucoup ont agi en comptant sur Israël. Je vais vous donner une confidence. Les militaires israéliens qui forment partout, dans les théâtres, dans certains pays où ils gagnent des contrats, ne se mêlent en aucun cas des problèmes de peuple intérieur. Dès que le peuple se lève, ils ne sont pas là pour tirer sur le peuple. Vous avez vu qu'au Niger, il y a des bases américaines, il y a des bases françaises, mais aucun militaire n'est sorti pour dire que bon, voilà, nous sommes non. Ils sont là pour former. Et vous voyez que partout, on est en train de révoquer tous les accords de défense. Alors vous devez profiter de ce qui se passe partout ailleurs pour ramener les Camerounais autour d'une table. Que ce qui arrive ailleurs n'arrive pas ici. S'il vous plaît, asseyons-nous et mettons de l'ordre dans notre pays. Si nous voulons que M. Biya sorte et que vous voulez là qu'on impose un pardon national à ceux qui ont posé les pires crimes dans notre pays, il faut que les Camerounais se parlent. Mais que chacun reconnaisse sa faute. Dans ce grand rassemblement qui pourrait comme ça réunir les Camerounais. Il ne suffit pas de dire pardon, mais il faut d'abord reconnaître ce qu'on a fait du mal aux Camerounais, du nosso. Nos frères qui ont été tués, calcinés, reconnus par M. Biya, tués et assassinés, à la demande de M. Biya. Parce que ces crimes-là sont à la demande de Biya. Les enquêtes sont aussi faites à la demande de Biya. Mais il ne pourra pas échapper. Il faut d'abord être condamné avant de demander l'amnistie. Alors faites attention les gars. Cette sortie de certains officiers, vous aurez mieux fait de vous taire. Gambou, Isaïe a fait ça étant dans l'armée, on l'a débarqué. Ne croyez pas que vous êtes dans le civil et vous vous comportez de façon désinvolte et croyant que vous êtes comme ça à l'abri. Faites très très attention monsieur. Ce droit de réserve ne veut pas dire que quand on est à la retraite, on ne peut pas se taire. Si vous êtes payé pour être des chroniqueurs, soyez objectifs dans le sens du développement. Soyez réalistes dans le sens du développement. Si vous n'avez rien à dire, le silence est aussi un langage. Moi, je vous le dis, et je vais conclure cette première partie en souriant. Moi, je suis un soldat. Mais faites attention aux soldats qui vous parlent. Beaucoup d'officiers, je les ai déjà enterrés. Et vous autres, faites attention que je ne vous mette en prison. Faites attention à ce que je dis ici. Je dis, présent, j'ai enterré beaucoup d'officiers, beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'hommes politiques. Et j'ai vu enterrer beaucoup d'opposants, beaucoup d'hommes politiques du parti au pouvoir. L'ultime étape voudrait que je mette en prison beaucoup de militaires parmi vous. Faites, ceux qui ont les oreilles, ouvrez vos oreilles et entendez. Ouvrez vos oreilles et comprenez. Ouvrez vos oreilles, entendez ce que je dis et comprenez ce que je dis. Faites très très attention. Les généraux sont morts. Les colonels sont en prison. À tort ou à raison, mais ils sont en prison. Faites attention à vos comportements. Faites très très attention. Les Camerounais vivent mal. Ils n'ont pas besoin de vendeurs d'illusions sur les plateaux télé. Les Camerounais souffrent, ils n'ont pas d'eau. En retraite, vous devez vous reconvertir. Créez l'eau. Vous avez des bars, des restaurants, mais créez de l'eau à donner. Créez des fondations pour aider les Camerounais. Arrêtez de marcher sur les plateaux télé comme des mauvais esprits errants pour raconter tout et n'importe quoi. Faites attention. Je vous dis, faites très très attention. Faites très très attention.
Parce que les Camerounais, nous autres, on n'oublie pas. Hein. Nous n'oublions pas. Même ceux qui ont posé des actes et sont au quartier, les Rémi Zemeka, qui sont quelque part, nous connaissons le moment venu. Nous irons les chercher. Ils vont répondre au braquage de la banque qu'ils ont organisé de l'autre côté. Ils le savent. Ils vont répondre au crime, là où ils ont tué des enfants. Au Cameroun, ils vont répondre. Le moment venu. Alors, apprenez à vous faire distrait. Monsieur, je voulais répondre à Elanga, vous dire que le silence des Camerounais n'est pas un signe de faiblesse. Les Camerounais sont des lutteurs. Les Camerounais sont des combattants. Ils se battent depuis des décennies. Et je ne veux pas que vous soyez comme le bataillon de Biya. Ceux qui n'ont pas compris la différence entre Biya et Oumniobe, et Ernest Wanji, et Laurent Moumier, c'est que ces gars-là, ces dignes fils de la République, se battaient pour que nous soyons indépendants. C'est pour ça qu'ils se battaient. Ils ont été lâchement assassinés par deux catégories de personnes. Par des Camerounais, dont Semengue, et par des Français. Semengue coupait les têtes, lui-même vous l'a dit. Semengue, il vous a dit ça. Je vous ai présenté ça ici plusieurs fois. Alors ces Camerounais-là se battaient pour nous, pour que nous soyons libres. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir tué ces Camerounais qui se battaient, le Cameroun est devenu indépendant. Mais cette indépendance-là, entre parenthèses, n'a pas profité à ceux qui se battaient pour cette indépendance, a plutôt profité à ceux qui se battaient contre l'indépendance. Tenkabaret. Ceux qui se battaient, Oumniobe, Laurent Momier, Lafana, tous ces gens-là, on les a tous tués. Quand vous entendez les pays indépendants, depuis 1960, il y avait des gars qui se battaient. On les appelait à l'époque des maquisards. C'est le nom que les Français leur avaient donné, des maquisards. Parce qu'ils se battent pour leur pays. Nous voulons la liberté. Ce combat-là n'est pas différent de ce combat d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, de Tchani. Ce combat-là n'est pas différent du combat du général Olingi Brice Nguema. Mais ceux-là, à l'époque, n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas d'armes. Ils avaient des pièges. Ils avaient des flèches. Il y avait d'autres tactiques. Et ils avaient donc été tués par Paul Biya, par des gens comme les Kave et Djibril, par les Laurent et Sodé, l'époque on ne connaissait même pas, par les Semengue, par les Mate Belinga et Boutou, par toute cette vague-là. Les Nkwete. Oui, monsieur. Tous ces gens-là, on ne les entend pas parler quand on vous parle des années 60, des gars qui combattaient. Mais tous ces gens que je vous cite là ont dépassé 60, 70 ans. Donc ils étaient là à l'époque. Mais on ne les entendait pas. L'indépendance les a profité. Pourquoi? Parce que c'était des jouisseurs qui ne brillaient que par une seule chose, l'anistocratie. Ils ont décimé, tué le peuple bamileke. Ils ont tué. C'est pour ça que vous voyez qu'à une certaine époque, les papas bamileke qui sont encore vivants peuvent dire ce que je veux dire là. À une certaine époque, les pères bamileke demandaient à leurs enfants, ne vous mêlez pas de la politique. Parce qu'ils ont payé un lourd tribut. Les vrais combattants au Cameroun sont les bamileke que vous voyez là, et les Bassa. Avec leur parti politique là, qui est toujours en rouge là. C'est pas... j'ai oublié l'insigne là de ce parti, pardonnez-moi. Les Bamileke que vous voyez là ont payé un lourd tribut dans la libération du Cameroun. Lourd tribut. Quand on vous parle des gens qu'on a tués au napalm, qu'on versait comme ça pour décimer le peuple Bamileke. Et un individu, général, lieutenant, capitaine, colonel ou fut-il, vient s'asseoir sur le plateau télévisé, tente d'intimider les Camerounais. Il ne sait pas le sang que les Camerounais ont versé pour être ce que le Cameroun est aujourd'hui et qui se sont assis pour profiter du sang des Camerounais et en abuser. Ils ne savent pas. Donc les pères bamileke disaient à leurs enfants, ne vous mêlez pas de la politique. Parce que ce n'est pas par peur. Parce que les bamileke, vous voyez là, ont été trahis par les autres qui ont accepté, aller se mettre là pour dire qu'ils deviennent d'autres des chrétiens, d'autres deviennent des... Ils ont décidé de promouvoir la nistocratie. Les billards que vous voyez là
ont été reconnus étant comme des mademoiselles. La plupart des bêtis de cette époque-là, les Martin Bellinger Boutou, le Mba Damas, des Paul Biya, tous ces gens-là, avec l'Nkoté, ont décidé de devenir des aristocrates, des traîtres de la République. Appelaient donc les autres qui se battaient comme des maquisards. Ils ont tué Ndokmo. Allez chercher l'histoire de Ndokmo. Vous allez comprendre. Ces traîtres-là. Et ils ne veulent pas baisser la garde. Mais cette fois-ci, les libérations ne se feront plus comme à l'époque, mais ça se fera donc avec les militaires de l'intérieur qui vont dire, nous n'accepterons plus ce comportement de traîtres et de venir nous narguer au quotidien. Alors, pour votre information, les militaires de l'armée camerounaise sont les militaires les plus maltraités de toute l'armée en Afrique. Par certains officiers que vous voyez là, qui ont décidé de faire des militaires leurs choses. Mais ils seront surpris du réveil militaire le moment venu. Les militaires vont prendre le vrai côté, ils choisissent le vrai côté, celui du peuple. Ils ne seront pas là pour suivre ceux qui viennent faire des incantations sur les plateaux télé. Faites attention. Je répète pour une dernière fois. J'ai vu enterrer des généraux dans ce pays. J'ai vu virer les généraux dans ce pays. Je parlais aussi. Ces généraux-là étaient convaincus qu'ils sont des généraux. Il ne peut rien leur arriver. Rien ne peut leur arriver. Et rien ne leur arrivera jamais. Ils l'ont même dit. Ils l'ont dit. Mais ils ont été chassés, humiliés devant tout le monde. D'autres sont morts, montés par leurs amis. Le général Kodji, paix à son âme, tué par certains d'entre vous. Il y a un autre là qui est mort sur la route de Simalène, écrasé dans une voiture. Parce que lui aussi, il était impliqué dans des crimes. Nous connaissons tout ça. Mais je vais vous dire une chose que vous devez retenir. Beaucoup d'entre vous, nous allons les mettre en prison. Retenez cette phrase-là. Nous allons les mettre en prison. Pour haute trahison. Tenez-vous tranquille. Vous avez suivi ce que le... Je vous prends toujours la référence du dernier au Gabon. Il a signé que ceux qui sont en exil là, rentrez, servir la nation. Et celui qui appellera les Camerounais d'exil, il saura ce que c'est que l'exil lui-même. Et en ce moment-là, vous autres, vous allez répondre devant vos comportements. Faites attention. Respectez le peuple camerounais. Venez sur les plateaux télé. Professeurs, animateurs télé, hommes de l'opposition, parti au pouvoir. Contrôlez vos comportements. Parce que je ne soyez pas traître deux fois. Vous l'avez été une fois avec Biya. Ne croyez pas que vous allez dérouter, désorienter ce peuple qui a passé tout son temps à vous subir. J'étais déjà en prison par coup de fil. J'étais déjà en prison parce qu'on est Bassa et on a un poste. J'étais déjà en prison parce qu'on est Biti, on occupe un poste. J'étais déjà en prison parce que on est l'épouse de, et pourtant on est un homme, on est soi-même l'épouse de notre homme. Et c'est devenu une marque déposée. Faites très très attention, monsieur. Le Cameroun de Paul Biya ne sera pas le Cameroun de Nouma demain. Retenez ce que je vous dis. Le Cameroun de Paul Biya, là, qui est le Cameroun du fion défoncé, ne sera pas le Cameroun de Nouma demain. Ce sera le Cameroun des valeurs inculquées par les fondateurs du Cameroun. Et nous allons les promouvoir. Parce que cette période de 40 ans a été comme 40 ans de calvaire, mais aussi d'enseignement. De trahison, mais aussi d'enseignement. D'assassinat, mais aussi d'enseignement. De crise, mais aussi d'enseignement. D'égoïsme, mais aussi d'enseignement. De malhonnêteté, mais aussi d'enseignement. De méchanceté, mais aussi d'enseignement. Alors ces 40 ans ont servi au peuple camerounais de connaître qui est qui. Les gens peuvent laisser de côté la viande, la vache, la chèvre, le cochon, la poule, pour manger la chair humaine. Ce réel-là a permis de savoir qu'au Cameroun, on peut avoir des personnes qui abandonnent le réel pour aller embrasser l'irréel. Nous avons appris ça aussi. Mais cet enseignement-là, au prix du sang coulé des Camerounais, au prix des braves soldats qui sont morts, au prix de nos parents que nous avons perdus,
comme ça, malhonnêtement et méchamment. Cet enseignement-là sera utile pour le Cameroun de demain. Le Cameroun de demain ne sera plus pareil. Le Cameroun de demain sera la capitale du paradis sur terre. Parce que nous allons nous impliquer pour transmettre des valeurs réelles aux enfants de demain. Pas ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de nos parents sont en train de fuir. D'autres sont en Amérique. Venus aux États-Unis pour venir rendre visite à leurs enfants, ils choisissent de rester pour se faire soigner. Et quand s'entend leur mort venir, ils disent aux enfants, mes enfants, ramenez-moi au Cameroun. Je vais mourir auprès de votre maman qui nous a quittés il y a longtemps. Ramenez-moi au Cameroun, mes enfants. Je vais mourir auprès de votre papa qui nous a quittés. Je ne veux pas vous donner plus de charges. Nos parents viennent encore ici nous soutenir. Garder nos enfants. Garder les personnes âgées comme eux. Pourquoi? Parce que ils n'en peuvent plus au Cameroun. Pourtant, il serait mieux de rester au Cameroun et qu'on aille là-bas prendre des conseils, les rendre visite, venir ici en vacances, se promener et repartir. À cause d'un gouvernement qui a dans ses rangs des officiers mesquins criminels qui viennent sur les plateaux de télé raconter leur vie. Vous ne savez même pas ce que vaut le Camerounais. Le Camerounais vaut la denrée la plus rare de l'humanité. Mais vous ne l'avez jamais su ça. Parce que vous avez connu la facilité. Parce que vous évoluez avec la nustocratie. Vous mettez de côté les diplômes, les valeurs, les formations. Parce que vous venez sur les plateaux de télé promouvoir tout et n'importe quoi. Mes chers amis, je vais conclure cette page-là. J'ai été long sur ce volet. Parce qu'il fallait que je vous éclaire. Je vous invite, vous aux autres, à écouter cet avant-dernier intervenant. Écoutez et regardez. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin M. Biya ne s'est pas foutu de nous. Et ce qui est davantage embêtant, c'est que, entre-temps, sur les 3 derniers mandats qu'il a eus, il les a placés sous le signe de 3 autres mots. On a parlé des grandes ambitions, on a parlé des grandes réalisations. Pont sur le Vouri, réalisation pas toujours achevée. Le barrage de Menvele, grande réalisation, pas toujours achevé. Le barrage de Lompanga, grande réalisation, toujours pas achevé. L'autoroute Douala-Yaoundé, grande réalisation, toujours pas achevée. La Cannes 2019, grande réalisation, glissement. Et maintenant, on nous parle d'émergence en 2035. En 2035, M. Bokolo, si vous ajoutez à 38 ans, 15 ans, ça veut dire que pour que le Cameroun soit développé, il faut que M. Biya ait fait 53 ans au pouvoir. Je dis pour qu'on soit développé, parce que l'émergence, c'est qu'on sort de l'immersion, vous êtes sous l'eau et vous levez légèrement la tête. C'est-à-dire que pour que mes frères qui sont à l'Holodof aient une bonne route, il faut attendre 53 ans de pouvoir. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Ulrika, que peut-on encore attendre du renouveau? Rien. On ne peut rien attendre. En tout cas, moi particulièrement, j'attends rien. J'ai suivi un certain nombre d'aberrations aussi sur ce plateau. Quand on dit que quand M. Biya prend le pouvoir, l'électrification est à 30% et que 38 ans après, on est à 63%, ça veut dire que c'est 1% qu'on a fait par an. 1%. Pour un pays comme le nôtre aujourd'hui, 38 ans après le règne de M. Biya, dans la ville de Yaoundé, il y a des populations qui sont encore dans le noir. 5 jours sur 7. On n'a pas d'eau. Qui plus à une période comme celle-ci, période de crise sanitaire où on vous dit pour laver il faut régulièrement laver les mains, il faut régulièrement boire de l'eau, on n'a pas d'eau à Yaoundé, une capitale d'un pays dirigé pendant 38 ans. On m'a dit que
M. Biya, quand il a décrété la rigueur et la moralisation, c'est passé au Cameroun allait mal. Mais je voulais rappeler au patriarche Biloa ici que au moment où M. Biya prend le pouvoir, il est l'un des plus grands commissaires de la ville de Yaoundé. 2 ans après, il perd son emploi. 2 ans après. Le voilà, il est là. Je parle à elle les faits. Le voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas envie qu'on remette ça sur la table. Monsieur Bokolo, quand M. Biya prend le pouvoir en 82, j'ai 5 ans. Avec 2000 francs, mon père nourrissait une famille. On jetait la nourriture 2 jours après. Avec 2000 francs aujourd'hui, 38 ans après, vous pouvez manger quoi? Même le toxibanana, vous ne pouvez pas. Je dis encore, et je le répète, et je le réitère, le plus grand malheur du Cameroun, c'est que M. Biya ait pris le pouvoir, parce que ce monsieur a légitimé la corruption, il a légitimé le vol, il a légitimé l'impunité. Comment vous pouvez expliquer 38 ans dans un pays sérieux qu'un fonctionnaire soit plus riche qu'un opérateur économique? Vous me parlez de quel succès? Vous me parlez de quelle moralisation? Comment vous pouvez expliquer que 38 ans après, un seul Camerounais ait 1263 salaires au ministère des Finances? C'est après 20 ans qu'on se rend compte que cela existait. Vous parlez de quoi? Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent manger à satiété après 38 ans de règne de M. Biya? Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent se soigner? M. Biya nous a dit dans l'un de ses discours, santé pour tous en l'an 2000. M. Bokolo, nous sommes en 2020. C'est maintenant en 2020 qu'on nous parle de couverture sanitaire. En 2035, donc il faut encore attendre 15 ans. C'est-à-dire que M. Biya, qui a la particularité de vivre dans une famille à qui Dieu a accordé un don de vivre longtemps, donc nous allons encore attendre 15 ans pour avoir, nous autres Camerounais, la couverture sanitaire. Dans 15 ans, M. Bokolo, j'aurai 58 ans. Et je serai en retraite. Donc ça veut dire que je n'aurais pas connu la couverture sanitaire toute ma vie. Aujourd'hui, il y a le taux de chômage qui est encore élevé dans notre pays. Il y a un manque de travail. Comment Vous avez donc suivi Paul Biya et la malchance du Cameroun. Quand vous entendez un père de famille sortir une phrase pareille, ça veut dire qu'il en a plein dans le cœur. Les Camerounais ont souffert avec ce monsieur. La malchance du Cameroun. Et c'est vrai. Ce monsieur a été le malheur du peuple camerounais. Mais ça a été un enseignement. Il n'y aura plus jamais de Paul Biya au Cameroun. Jamais de la vie. Jamais. J'ai voulu échanger avec vous pour que chacun d'entre vous apprenne une chose. Dans la vie, l'argent ne doit pas guider tes convictions. Non. L'argent ne doit pas guider tes convictions. Sois constant, cohérent, sois cohérent, sois cohérent, sois constant, sois cohérent et sois persévérant. Dans le respect des opinions des autres, dans le respect des valeurs des autres. Mais rappelle-toi, de toute ton existence, leur Dieu n'est pas ton Dieu. Tu as compris où est leur Dieu. Leur Dieu n'est pas le tien. Mais soit que rien ne t'achète, rien. Tu as vu comment on achète un intellectuel qui revient avec les mêmes mots pour tenter de nous embrouiller en criant fort. Quand il n'avait pas de poste, il était un gars doué, un gars, tu étais content de l'écouter. Mais dès qu'il a eu la mangeoire, et quand tu l'ouvres, c'est pour défendre son gagne-pain. Oui, vous irez au quartier, ou alors vous irez enseigner au Canada. Parce que le Canada recherche des intellectuels. Vous irez là-bas enseigner au Canada. Nous ne voudrons pas au Cameroun de demain. Les intellectuels flip-flap. J'aurais besoin au Cameroun de demain, pour nos enfants, des intellectuels constants, cohérents, persévérants, même dans la pauvreté, qui ont pu transmettre les valeurs. Abouem, vous le connaissez? Voilà un monsieur constant. Abouem Mathieu. Je ne connais pas ce monsieur. Mais son histoire, nous étions encore au Cameroun, son histoire, on gardait ça dans la tête. Abouem, ces gens-là
Ce peuple-là, ils sont Bafia, ils sont les Bamois. Un peuple pas... Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont posé des actes dans notre pays qui restent dans l'histoire. On ne l'entend pas parler. On ne l'entend pas. Il est dans son monde. Il fait ses conférences. Il a servi la République. Mais je peux t'avouer, mon grand, Abouem, le Cameroun de demain ira te chercher où que tu seras pour venir servir et former les jeunes générations. Parce qu'on aura besoin. On aura besoin des aînés. On aura besoin des gens matures. Comme Tomo Monté, comme Abouem, comme Cléda, comme Sokoudjou. Nous les connaissons là où ils sont pour être utiles au peuple camerounais. On ne les voit pas sur le plateau de télé tout le temps pour venir raconter leur vie. Quand ils sortent, c'est pour dire quelque chose de précis, de constant, de conservé, c'est pour dire quelque chose d'enrichissant, je veux dire. Ils ne sortent pas pour chercher le buzz. Nous irons les chercher demain. Parce que nous sommes convaincus que le Cameroun va changer. Et on aura besoin des têtes pensantes pour le remettre à plomb sur les rails, on the right way to move the country, to move the nation, to move forward with our nation. Ça va se passer et ça arrivera. Et moi je crois en eux. Et je crois surtout au peuple camerounais. Le moment venu, ne vous laissez pas entraîner par les vendeurs d'illusions. Pas de francs billets au Cameroun. Oubliez ça. Oh oui, oubliez. Je vous le dis ici. Pas de francs billets au Cameroun. Qu'il oublie ça. S'il est intelligent, qu'il rentre à Monaco, qu'il aille vendre ses actifs, parce que nous allons les craquer. Et les mêmes personnes qui nous ont aidés à aller blanchir l'argent de l'autre côté vont nous aider à le ramener au Cameroun. Peuple camerounais, soyez constant, cohérent, persévérant. Croyez en vous, seul vous, et ayez foi en Dieu. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Ils ont perdu leur vie. Mais ce n'est pas vous qui allez les rattraper. C'est la vérité qui les rattrapera. Et les faits, les actes qu'ils ont posés par le passé. La justice, la vraie. La justice, la vraie justice les rattrapera. Au Cameroun. Yes. Nous connaissons les magistrats que nous irons chercher demain. Même s'ils sont dans leur village en retraite. On leur dira, vous n'avez pas eu d'avancement parce que vous avez refusé d'être des donneurs du fion ou d'aller dans le satanisme. Nous connaissons ce que vous valez. Venez. Venez servir la nation. Nous les connaissons. Nous irons les chercher. Vous qui êtes dans les quartiers là, vous attendez que M. Bienvenu vous donne le pouvoir. Vient vous donner le pouvoir comme ça. Vous nous direz ce jour-là ce que vous avez fait de bien au peuple camerounais en 40 ans pour mériter qu'on vous donne le pouvoir sur le plateau. Vous nous direz ça. Oui, le combat est là, il est proche. Et nous connaissons les ennemis du Cameroun. Ils ne sont pas des adversaires. Ce sont des ennemis du peuple camerounais. Ils en ont tué beaucoup. Mais ils ne tueront pas tous les Camerounais. Yes, sir. Vous connaissez tous ceux qui peuvent se battre. Nous vous connaissons tous. Nous connaissons ce que vous valez, c'est-à-dire rien. Mais les Camerounais se battront pour sauver leur nation, leur peuple, leur pays, leur honneur, leur patrie. Sans verser le sang. Si oui, ceux-là qui vont nous empêcher d'y arriver. Le sang de camp camerounais ne doit plus couler pour la liberté. C'est ceux qui vont empêcher cette liberté de se manifester, qui vont perdre leur sang et verront leur sang couler. Parce que quand j'entends certains, oui, on ne veut pas faire couler le sang, mon ami, Ngacha. Dans le Nosso, ce n'est pas le sang de grenouilles, hein? C'est les humains là-bas. Dans les hôpitaux à Yaoundé, Hitler a ici, vous connaissez cet enfant-là, que Joseph, le directeur de l'hôpital général, Joseph Fouda, Pierre-Joseph Fouda, a dépecé et a prélevé ses organes. Vous connaissez, ce n'était pas le sang de chèvre. Jean-Marie Benoît Mbala, ce n'était pas le sang de chèvre. Ça a coulé. Martinez Sissoko, ce n'était pas le sang de chèvre. La secrétaire de Marafat Amidou Ayaya, dépecée, tuée dans sa chambre, ce n'était pas le sang de chèvre. Vous qui ne voulez pas voir le sang couler, vous parlez du vôtre, ou vous parlez du sang des autres. Mais si c'est le sang des autres, il coule déjà depuis très longtemps.
Mais nous allons arrêter cette hémorragie de sang. Et je ne souhaite même pas que le sang des ennemis du Cameroun coule au Cameroun. Mais je souhaite que ces gens-là soient arrêtés et qu'ils répondent de leur forfait en prison, devant les véritables justices. Mais le sang coulera s'ils résistent au changement qui s'annonce. En ce moment-là, ce n'est pas le sang du peuple camerounais, c'est le sang des ennemis du Cameroun qui coulera. Je n'appelle pas ce sang-là de mes voeux. Non. C'est eux qui vont inciter les Camerounais. Je souhaite qu'on vous attrape tous vivants, le moment venu. Et c'est ce qui arrivera. Je crois en moi, j'ai foi en Dieu, et je compte sur le peuple camerounais. Et je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.